Eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes présents aujourd'hui dans cette salle et puis également derrière vos écrans d'ordinateur en France et même à l'étranger. Bienvenue à la conférence de presse de lancement d'Ousekine, la nouvelle série originale française de Disney+. Alors cette mini-série, comme vous le savez, est composée de 4 épisodes de 60 minutes. Elle sera disponible en intégralité à partir du 11 mai en France, mais aussi dans les autres pays où Disney+ est disponible. La série est produite par une société française, Itinéraire Production, créée et dirigée par Anthony Lancret et Pierre Logis. Alors, Ousekine est la 3e production originale française proposée en exclusivité aux abonnés de Disney+. Elle s'inscrit dans cette politique d'ouverture tant voulue par Disney à tous les genres et tous les formats. On a pu constater d'ailleurs ces derniers mois qu'on ne s'interdit rien sur Disney+ en matière de création originale puisque tous les sujets peuvent y être abordés. Ousekine est une fiction inspirée de faits réels. Elle relate les événements de la nuit du 5 au 6 décembre 1986 qui ont conduit à la mort de Malik Ousekine, mais aussi les conséquences de son décès sur sa famille. C'est à travers le combat de la famille Ousekine que l'on plonge au cœur des années 80 et que l'on mesure l'impact de ce drame sur la société française de l'époque. Et c'est donc la première fois en 36 ans qu'un film ou une série relate ces événements. Cette conférence de presse vous permettra dans un premier temps de rencontrer et de poser toutes vos questions aux actrices et aux acteurs principaux de la série ainsi qu'à son créateur. Puis dans un second temps, vous pourrez plonger dans les coulisses de la création avec les équipes des auteurs de la série qui reprendront également toutes vos questions. Eh bien, oui, et dernière information pratique, la conférence de presse devrait s'achever au plus tard à midi. Donc pour commencer, je vous propose d'accueillir tout de suite l'équipe artistique d'Ousekine, avec à tout seigneur, tout honneur, son créateur, son réalisateur et son co-auteur, Antoine Chevrolier, et Saïd El Alami, qui interprète donc le rôle de Malik. Puis, voilà, Ayam Abbas qui va arriver, Slimane Dazi qui est avec nous, bonjour, Saïd, bienvenue, Ayam Abbas, bienvenue, puis Nedra Ayadi, Mouna Swalem, Toufik Jalab, Malek Lamraoui, bienvenue, bonjour à tous. Laurence Poker et Gilles, voilà, c'était Laurent d'abord, je vous ai entendu Gilles, et Gilles Cohen. Oui, bonjour. Laurence Poker et Cohen, bienvenue. Merci. Je vous en prie installer. Laurent, vous êtes là, et Gilles, voilà. Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence de presse. Tout le monde est-il bien installé à son petit micro? On a coupé les téléphones. Voilà, hop. Voilà. Alors je voudrais quand même citer aussi vos partenaires de jeu sur le plateau qui n'ont pas pu être là ce matin afin d'être exhaustifs et puis de rendre hommage à cette troupe que vous avez réunie, Antoine. Je voulais parler de Louis Berthélémy, Bastien Bouillon, Vincent Colombe, Mathieu Demy, Thierry Godard, Olivier Gourmet, Mathieu Lucci, Camerade et Richard Samuel. Et donc aujourd'hui la conférence de presse est une des nouvelles étapes de la vie de cette série. Vous avez tous commencé évidemment avec les réunions de préparation intenses avec Antoine, puis les répétitions, puis le tournage. Et puis il y a eu la diffusion, pour certains d'entre vous qui étiez là, il y a quelques semaines, du premier épisode à un public à Lille. Et je voulais savoir quelle a été la réaction du public pour celles et ceux qui ont été là. Qui était présent? Alors, bonjour à tous. Qui était présent? Il y avait donc Malek, Mouna, Saïd, Nedra et Toufik. Voilà. Donc, comment le public a réagi? assez intensément. On a eu une stand ovation d'une dizaine de minutes. Apparemment c'était une des premières fois que ça arrivait en clôture à Sérimania, donc voilà, c'était une belle réception. Et puis entre nous aussi c'était très fort d'à nouveau le revoir ensemble. À chaque fois ça convoque évidemment des émotions très fortes. Et donc c'était un très beau moment. En fait, pour être honnête, à chaque fois qu'on se retrouve,
tout le temps un bon moment. Et si à chaque fois on a une projection et une intensité de réception comme on a eu à Sérimania, évidemment c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Et en tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, beaucoup de succès. J'ai envie de poser la question à vous, actrices et acteurs. On est à quelques jours, à une semaine de la diffusion pour la première fois au grand public, en fait, sur Disney+. Dans quel état, j'allais dire, émotionnel vous êtes? Une impatience, une excitation, de la joie? Yann, peut-être? Bonjour, oui, on m'a donné le micro, donc je vais parler, pardon, hein, je prends le devant. Oui, excitation sûre, parce que quand on travaille, quand on fait quelque chose, on a toujours envie que le public le découvre. Et en revanche, là, sur Osekin, je dirais davantage, j'ai envie vraiment que le public voit ce beau travail d'Antoine qui m'est cher, et toute cette bande-là avec laquelle on a vécu vraiment des émotions très rares. Des émotions en fait qui à la fois ça venait de nous mais qui appartenaient à d'autres gens, et à d'autres gens vrais, à d'autres gens qui ont existé, à des gens qui le malheur leur a frappé dans leur vie, dans leur quotidien, et que à partir de là leur vie a basculé complètement. Et bon, je rentre dans une émotion seconde là, encore une fois. Et comme Antoine a dit, c'est vrai que à chaque fois qu'on s'est retrouvés tous ensemble, ça a recréé cette famille qui pour moi existe toujours, et qu'il y a une continuité à cette histoire qui existe toujours malheureusement dans nos sociétés contemporaines, et que c'est important qu'on montre ces histoires. C'est important qu'on donne une identité à des individuels qui ont vécu des injustices à ce point, et qui presque, j'ai envie de dire que l'histoire quelque part les oublie, et ils deviennent des oubliettes en fait. Et je trouve que le travail qu'Antoine a fait avec ses écrivains, avec la production, avec tous ces acteurs, ces magnifiques acteurs qui sont là, mes collègues, mes frères et sœurs, mes enfants, c'est ce que j'allais dire, oui. C'est rendre hommage à cette famille. Vraiment, je n'ai pas d'autre mot à dire que mettre cette famille en avant, parce que c'est important de leur rendre hommage. Saïd, je vous ai vu hocher de la tête pendant qu'Ayam parlait, je vous ai vu acquiescer. Oui, ça marche. Bonjour. Non, mais tout ce qu'elle disait, c'était super vrai. Et non, on a hâte. Moi, j'ai surtout hâte que le monde découvre cette création française. Le travail d'Antoine, d'Iam, de Slimane, Toufik, Mouna, Malek, Laurent, Olivier, et Gilles aussi, et tout le monde. Donc, super heureux d'en être, et hâte que le monde voit ça, et peut-être que ça pansera quelques blessures par la mémoire. Souhaitons-le. Pour ouais, moi je rajouterais bonjour, je rajouterais à ce que disait Yam, c'était important que ce pan de l'histoire soit connu par ceux qui ne le connaissent pas, et surtout de rendre hommage à cette génération qui a été un petit peu une génération oubliée, je la connais bien parce que c'est la mienne. Et puis ce parallèle de cette histoire entre cette tragédie, entre la tragédie de Malik et celle de toute sa famille par rapport au biais de son père, etc., par rapport à l'histoire de son père. Donc voilà, ça je crois que c'est très important, et c'est je suis un peu chargé parce que c'est voilà, quand j'ai vu les quatre épisodes, parce que j'ai vu les 4 épisodes avec les garçons et les filles, et ouais, ça, enfin bref, je suis très fier d'avoir participé à ce projet, et que ce projet existe parce qu'on en avait besoin. Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter un mot à une semaine de la diffusion sur Disney+, l'état dans lequel vous êtes, ou les attentes peut-être que vous avez? Je veux bien. Oui. Bonjour.
En fait, à chaque fois qu'on me pose la question sur ce projet, qu'on me demande de quoi ça parle, la première question que je pose, c'est est-ce que le nom Malik Oussekine vous parle? Et très souvent, les gens de ma génération me répondent que non. Donc déjà, rien que pour ça, j'ai hâte qu'on se souvienne, en fait, que ma génération aussi se souvienne de ce nom. On en a quand même tous un petit peu entendu parler. Ou alors, comme moi, par exemple, où je savais qu'il y avait cette plaque rue Monsieur le Prince qui ne disait pas toute la vérité. Mais vraiment, grâce à à travers ce projet, grâce à Antoine, toutes les conversations qu'on a eues, les rencontres avec certains de la famille, j'ai appris tellement de choses et j'ai vraiment hâte que voilà, les gens se souviennent et apprennent aussi ce que moi j'ai appris. Gilles, non. Ce que je peux dire, moi, en l'occurrence, c'est que je trouve que Antoine a réussi à recréer ce qui est la vraie histoire. C'est-à-dire qu'il a fabriqué une famille, non seulement à travers la distribution, mais à travers le tournage. C'est-à-dire que même moi, jouant pas du tout un membre de la famille, bien au contraire, j'avais vraiment la sensation de faire partie de la famille. Parce qu'il prouve bien que cette histoire est une tragédie, puisque tout le monde est impliqué dans cette affaire. Voilà. Et là, il a fait un vrai travail de mise en scène, mais également de mise en scène sur la pellicule, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on avait constamment l'impression d'être les uns avec les autres en tournant ce film, ce qui est très rare. Une impression d'unité, de chorus, de chœur, d'ensemble, de groupe. Et ça, sur un tournage, c'est rarissime. Voilà. Donc on savait en tournant qu'on était unis, voilà, pour une histoire. Et ça convergeait, quoi. Voilà. C'est vrai, quel que soit le rôle qu'on jouait, la partition qu'on avait à jouer dans la famille ou à l'inverse, enfin, c'était une nécessité, on savait pourquoi on était là, et du coup, grâce à ce projet, c'est vrai que en fait, ça donne du sens à notre métier, de donner la parole à ceux qui n'ont pas été entendus. Et là, voilà, une des raisons, et je trouve des choses les plus fortes de cette série, c'est de donner la parole à ceux à qui on l'a finalement volé. Et c'est rien que pour ça, oui, c'est tellement important de donner à voir cette histoire. Laurent, vous vouliez ajouter un mot? Non, parce que je pense que tout ce qui a été dit là, je suis très sensible à ça. Moi, je faisais l'avocat de la famille Oussekine, donc j'ai eu la chance de les rencontrer en plus. Et puis, il y a eu ce groupe qui a été comme une sorte de troupe où on a répété ensemble, etc. Et non seulement il y avait la douleur, je dirais, et l'envie de faire partager cette histoire. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, quand je parle à des jeunes de 20 ans, moi je connaissais l'histoire parce que j'avais une douzaine d'années quand c'est arrivé, donc je m'en souviens très bien, mais les jeunes qui ont une vingtaine d'années, aujourd'hui, ne s'en souviennent plus. Et c'est vraiment, vraiment important, effectivement, de pouvoir je leur dis la même chose, mais redonner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Et il y a encore un travail énorme en France à faire avec tout ça. Et donc ce n'est que le début, j'espère, d'une longue série de fiction autour de choses qui ont été tues. Voilà. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, l'ignorance, souvent, ça laisse place à beaucoup de choses, voilà, fausses, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, moi, je voudrais rebondir sur l'expression de tragédie familiale que vous avez employée, Gilles. Antoine, en quelques mots, vous qui êtes le créateur de la série, comment vous pourriez nous redéfinir, si vous voulez, votre travail, en tout cas votre intention sur Oussekine? Je suis parti de ce fait, et on est parti de ce fait avec Laroum, Faiz Agen, Julien Litti, Cédric Ido, Lina Solem. On est parti de ce fait, donc de ce qui s'est passé dans cette nuit du 5 au 6 décembre dans le hall au rue Monsieur le Prince. La mort de Malik Oussekine, passé à mort par des policiers. Et puis, quand on a creusé un tout petit peu le sujet autour de cette nuit, puis en écartant le prisme du temps, on s'est vite rendu compte que ce qui nous intéressait, c'était évidemment le moment d'avant, mais c'était évidemment aussi le moment d'après, donc le combat de la famille en tout cas. Comment la famille a reçu cette peine, cette douleur, cette perte, et quel combat elle a mené.
Et puis, donc ça c'était dans un premier geste. Et le second geste, on s'est très vite rendu compte, tous les 5, que Malik Oussekine et sa famille permettaient de raconter un pan beaucoup plus large de l'histoire tue, oubliée, volée, comme disait Nedra. Et donc ça nous permettait de revenir en arrière jusqu'à octobre 61, jusqu'au retour en Algérie des années 70, et par un truchement narratif, de passer en fait des dernières heures de Malik, qui traverse donc les 4 épisodes, à des flashbacks qui racontent un tout petit peu ce qui a constitué cette famille. Et ensuite, dans un temps plus réel, le combat de la famille suite à la mort de Malik. Donc voilà, on a très vite eu envie de raconter en fait ces 3 lignes. Et on s'est évidemment dit que ce qui permettait, l'empathie évidemment, mais surtout la compréhension, donc potentiellement l'acceptation, c'était d'être dans ce prisme intime, c'était d'être à l'intérieur de la famille, de sentir profondément et de montrer cette peine et de montrer cette violence. Donc ça a été plusieurs étapes pour finalement être au cœur de ce qu'est cette histoire, c'est-à-dire une mère qui perd son enfant, des frères et sœurs qui perdent un petit frère, et cette violence étatique et politique qui les a entourés. Et médiatique aussi. Et médiatique, évidemment. Je vous propose qu'on ait peut-être une première question. Oui. Bonjour, Julie de Lubien Série. Julie de, pardon. Lubien Série. D'accord. Merci. Bonjour à tous. Déjà, bravo pour les 4 épisodes, c'est magnifique. Moi, j'avais une question, notamment pour les acteurs et aussi pour le créateur. Comment vous avez travaillé avec la famille Oussekine et notamment, du coup, j'ai envie de dire Sarah, Ben Ammar et Mohamed qui, d'après le générique de fin, sont toujours parmi nous. Est-ce que c'est des discussions? Est-ce que ça commence à nourrir votre travail d'acteur? Oui. Okay. Merci pour la question. Très rapidement, quand Itinéraire Production, la personne de Pierre Logier, Anthony Lancret, ont lancé le développement, moi, en droit moral, c'était important évidemment prévenir la famille, mais dans le meilleur des cas, qui nous accompagne d'une manière ou d'une autre, à l'endroit moral. Je les ai donc rencontrés, ça a été assez fastidieux, puisqu'ils sont disséminés à droite à gauche, et puis en la personne de Dany Terbech, j'ai pu avoir accès à Ben Ammar et Mohamed Oussekine, et en la personne de Guillaume Tania, j'ai pu avoir accès à Sarah Oussekine. Dans un premier temps, on s'est donc rencontrés, et puis à partir du mois de septembre, quand l'écriture a vraiment été lancée, tous les dimanches pendant 3-4 mois, j'ai passé tous mes dimanches après-midi avec Mohamed Oussekine, Ben Ammar Oussekine et Dany Terbech. Et donc là, au début, on parlait un peu de rien, de leurs enfants, de ma fille, d'où on venait. Et puis petit à petit, on a noué un lien de confiance qui a permis de parler un tout petit peu plus évidemment, qui était Malik, mais qui était cette famille, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Et puis, en parallèle, Sarah, qui elle ne vit plus à Paris, je l'avais au téléphone. Elle est géographiquement un peu plus loin, donc je l'avais au téléphone. Et donc, je l'avais également pour alimenter également le récit. Et puis, ils nous ont accompagnés, donc Ben Ammar et Mohamed, surtout parce qu'ils vivent autour de Paris, ils ont accompagné tout le processus, donc évidemment, d'écriture. Ils nous ont donné beaucoup d'anecdotes qu'on voit dans les 4 films, mais ils nous ont également accompagnés en préparation et sur le tournage. C'est là où je fais la place aux comédiens. Oui. Bonjour. C'est vrai que quand on est comédien et qu'on raconte une histoire vraie, la première chose c'est d'avoir l'aval de ceux qui ont vécu cette histoire. Et qui sont encore vivants, ouais, tu as raison de préciser. Et c'est vrai que quand Antoine en tout cas nous a parlé du projet, il a tout de suite introduit le fait qu'il était en contact avec la famille.
et ce qui rassure aussi tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de prendre une histoire et d'utiliser cette histoire à des fins personnelles ou autres. Et là, pour un acteur ou pour une actrice, c'était de les rencontrer. Et je raconte cette anecdote parce que elle est hyper importante et c'était un déclic chez nous les acteurs, c'est que on a rencontré les deux frères, Mohamed et Benamar, un jour à Paris dans la société de production. Il y avait Saïd, Malek, moi, et c'était comment dire, émouvant, tendu. De notre côté, on attendait dans une pièce, en attendant qu'ils arrivent, et on savait que si ça se passait bien, c'était la validation, qu'on pouvait démarrer ce projet en paix, en sérénité, et raconter leur histoire. Ils sont rentrés dans la pièce, ils ont vu Saïd, qui joue Malek, Malik Osekine, et la première chose qu'ils ont dit, c'est Malik, mon frère. Tout le monde, larmes aux yeux, fébrile. Et là, bon, au-delà de l'émotion, on s'est rendu compte aussi d'une chose, c'était qu'on avait le tampon de la famille Osekine et qu'on pouvait démarrer ce projet et aller au bout de cette histoire et de leur rendre hommage. Voilà, ça a été un point d'honneur. On ne fait pas ce genre de projet si on n'a pas l'aval des protagonistes. C'est pas normal. Donc on l'a eu et on a foncé. Malek, peut-être un mot sur votre rencontre. Vous avez le micro. Bonjour tout le monde. Oui, je me souviens très bien de ce moment que décrit Toufik. C'était un moment hyper sacralisé. C'était quelque chose de très spécial, je crois, pour nous et très important surtout pour Antoine. Parce que comme il l'a dit, c'était, comment dire, je crois que c'était pour lui le feu vert, quoi. Enfin, que de tout le travail qu'il a œuvré juste avant. Et en fait, je crois que c'était un peu le point, on va dire, culminant. C'est un peu l'épicentre de ce truc-là. En fait, on commence par ça, et puis le reste, en fait, ça sera que du bonheur, en fait, et ça a été le cas, parce que il avait déjà tout planifié, quoi. Donc, moi, je me souviens de ça parce que en amont, j'avais rendez-vous avec Antoine dans son bureau. C'est-à-dire, c'est très marrant, mais j'avais l'impression d'être chez comment on appelle les gens là qui... Profileur? Non, mais non, mais voilà, c'est ça, c'était un gars de la CIA, quoi. Voilà, je suis arrivé, je me suis dit, c'est un gars, mais qu'est-ce qu'il fait en fait ici dans cette pièce, sans goût, sans rien, les murs ils sont jaunes et tout, il y avait des post-it de partout, on dirait un gars qui a été un tueur en série, quoi, recherché, qui se cachait. Et il était là, et puis il m'accueille, et puis en fait il avait une voix très, très solennelle. Et il arrive et écoute Malek, je vais te laisser seul. Il me fait comme ça. Je vais te laisser seul dans cette pièce. Et en fait, tu fais comme tu le sens. Et puis là, il y a la mallette. Ouais, pour expliquer. Parce que. Est-ce que j'ai le droit de. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, parce que donc, une fois que j'ai noué une sorte de confiance avec la famille, Mohamed Osekine et Benamar m'ont donné accès à une mallette, la mallette de Malik. La mallette qui était dans son appartement et qu'il utilisait tous les jours. Et cette mallette était remplie d'effets personnels de Malik. Ça allait de choses qu'il avait sur lui lors de sa mort à des choses qui étaient liées à ses études ou à sa quittance de loyer ou sa carte bancaire, son permis de conduire, enfin voilà, c'était des effets personnels de Malik, et donc en preuve, en gage presque de confiance, ils m'ont livré cette mallette. Et donc, bon, évidemment, elle était donc, dans notre bureau d'écriture, et puis à tous les comédiens, donc ce que décrit
Malek, je l'ai fait avec Sarah, Mouna, et je l'ai fait avec Mohamed Toufik, pour qu'ils aient ce moment, en fait, pour que dans un rapport aussi de transmission, et avec Saïd aussi, évidemment, on l'a fait, qu'ils aient ce moment de connexion, presque méta, avec Malik. Et il y avait, je crois, chacun vivait ce moment comme il le souhaitait, c'est-à-dire que... Mais voilà, c'était autour de cette mallette qui nous a accompagnés dans toute l'écriture. Et donc c'est ça, c'est cette fameuse... Oui, non, je savais pas si j'avais le droit de raconter ou pas. Mais c'était très marrant. Enfin, moi, ça m'a marqué parce que il faut pas y voir quelque chose de... Voilà, il n'y a pas de rapport un peu genre gourou avec... Mais moi, ça m'a beaucoup touché parce que ça m'a envoyé des choses très personnelles. Et de voir cette montre casser, des bulletins, des bulletins scolaires, un peu voir sa vie en fait et me dire ça y est, je peux me plonger déjà un petit peu dedans en fait. Je connais déjà un petit peu, un peu son univers, donc je peux déjà commencer à imaginer mon petit frère. Donc, et c'était très fort ce moment-là et c'est pour ça que c'était important pour moi de raconter parce que ça a été... C'était un peu le démarrage. Oui. Tu veux parler, Saïd ? Moi, je n'ai pas pu rencontrer Sarah, personne d'ailleurs, à part Antoine et Antoine. Oui, après elle est venue tourner, je pense que vous avez vu les 4 épisodes. Ouais. Donc après elle est venue tourner et encore une fois comme elle est géographiquement plus loin, c'était plus compliqué d'y aller. Puis Sarah souhaite être un peu à distance de tout ça. Elle était en confiance, je l'ai encore eu au téléphone il y a 2 jours. Mais voilà. Et de toute façon, moi je suis arrivée un peu plus tard sur le projet, donc les garçons avaient déjà rencontré les frères et avaient eu cette rencontre un peu plus solennelle. Moi je les ai vraiment vus et puis ils étaient là, j'étais là. Donc il y a un truc aussi très naturel qui s'est passé. Dans le sens où, voilà, moi, ils m'ont toujours appelé Sarah, ils m'ont jamais appelé Mouna. Et en fait, et même à la fête de fin de tournage, en fait, quand on n'était même plus sur le tournage, quoi, ils m'appelaient Sarah. C'est vraiment... Et moi, ça m'a suffi aussi, c'est exactement ce que Toufik a dit, à me sentir... en fait, oui, et puis d'avoir leur accord, en fait. Ça, c'était tellement, tellement important. Et puis, j'avais pas besoin de parler avec eux, de leur poser des questions, d'être dans la recherche, en fait. C'était pas du tout ce que je voulais, moi, avec eux. C'était juste, en fait, de les avoir avec nous sur le tournage, d'avoir leur sourire, d'avoir leur envie, en fait, de nous voir là. Et puis, c'était hyper fort, quoi. Et c'était vraiment... Vraiment aussi, moi ça m'a aidé aussi, c'est exactement ce que Toufik a dit, à démarrer, à ne pas avoir cette sorte de responsabilité qu'on va se mettre, parce que la responsabilité on l'a, mais on l'a eu dès qu'on a accepté ce projet. Après justement il s'agissait de foncer entre nous, d'y aller à fond, de raconter ces histoires, de porter en fait l'existence de ces êtres, parce que j'ai même plus envie de parler de personnages, au final on parle d'êtres quoi. Voilà. Bien sûr. Saïd, vous vouliez dire quelque chose sur la rencontre avec les 2 frères Ousekine? Que dire, à part que c'est des êtres incroyables, au-delà de ce qui leur est arrivé déjà. Et non, ensuite j'ai passé beaucoup de temps avec eux, surtout avec Ben Ammar, joué par Malek. J'ai pas spécialement parlé de Malik avec lui, mais j'ai beaucoup parlé de la vie et de plein de choses, de la même façon qu'il parlait de ces choses-là avec son petit frère Malik. Et c'était hyper intéressant. Par moments, il mentionnait Malik, il mentionnait ses discussions jusqu'à tard le soir avec lui sur la bourse, sur la religion, sur tout plein de choses. Et j'étais un peu triste quand j'entendais ça, quand j'ai vu la mallette dont il parlait, parce que je me disais que ce gars, il avait plein de rêves, il avait plein d'entrain, plein d'envie d'apprendre. Il était juste un jeune homme comme un autre, qui était
heureux de vivre, vraiment assez rare. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et c'est très violent de voir ça. Surtout par exemple, ce que j'avais raconté, ce que j'avais dit à Antoine, c'est que j'avais vu des cours de Malik, et j'ai pas la date précise, mais on voyait un cours de fin novembre, et on voit que quelques semaines après, décembre, ben, ça s'est arrêté. Et c'est triste de voir que déjà cette injustice était violente, que ça a continué, et l'histoire raconte ça aussi en fait. Et voilà. Bien sûr. Tu sais, je me souviens quand j'ai rencontré Mohamed, parce que Fatna n'est plus là, la grande sœur, mais je me souviens quand tu m'as présenté Mohamed et qu'il dit ah Fatna, enfin il y avait un truc dans son regard, et je me disais en fait je n'ai pas envie de trahir le souvenir qu'il a de sa sœur. Enfin, et après il est revenu avec 2 photos d'elle. Parce qu'il y avait très peu de choses, mais ça c'était hyper précieux quoi, les 2 petites photos qu'il avait de sa sœur, qu'il allait chercher. Ouais. Et moi, et Benamar sentait qu'il n'avait pas le même rapport parce que lui, il me faisait des blagues sur le tournage. Sur Fatna, et pareil, il nous appelait Fatna. Tu sais, Alors, est-ce que Benamar appelait Benamar? Est-ce que Mohamed vous appelait Mohamed? Ouais. Il m'appelait Mohamed. C'est pareil par rapport à moi, en fait, si je peux en rajouter. Bien sûr. À un moment, ils ont presque mon âge, s'il n'est pas un peu plus âgé, et il m'appelait maman. Donc, si vous voulez, vraiment, en fait, ça me ramène à l'idée de dire que qu'il soit vivant ou pas, qu'il soit là parmi nous ou pas, ce qui vraiment était important dans la démarche d'Antoine à la base, et c'est là où je me suis entendue super bien avec Antoine, sur le fait qu'on n'est pas en train de faire l'imitation de la famille Kossikine. On est en train, en fait, dans la série, je crois que ce qui vraiment, moi, m'a beaucoup plu dès le départ dans l'écriture et qui m'a rattaché à ce projet, c'est le fait qu'on n'est pas en train de chercher la ressemblance physique, mais comment, avec nos corps de comédiens, avec son talent d'écrivain et de metteur en scène, on puisse rendre âme à des gens qui ont existé ou qui n'ont pas existé pour les rendre vivants de nouveau. Et donc je crois que les frères vivants d'ailleurs, ils ont ressenti ça aussi de notre part, c'est qu'il n'y avait pas vraiment une recherche. Et alors il a parlé comment Malik, ou ta mère elle était comment, ou ta soeur elle était comment, c'était entendu en fait, c'était vraiment entendu. Donc notre entente avec eux venait du fait qu'il y avait une connexion, une sorte de spiritualité qui rassemblait toute cette famille Kossikine, que ce soit la vraie famille ou les autres d'ailleurs personnages qui ont vécu la période, dans une vérité et qui existe aujourd'hui dans les 4 épisodes. Oui, c'est important ce qu'elle dit hier, parce que je crois qu'Antoine aussi, il était très attaché à ça, au fait qu'on ne soit pas dans une imitation. Je me rappelle quand il y a eu le rendez-vous avec Benamar, une fois que ça s'est terminé, Antoine il m'avait fait ouais, je sais ce que tu penses, mais non, je veux que ce soit toi, ce soit pas parce qu'en fait Benamar, oui, il est très plaisant à regarder. En fait, il y a un truc, il parle beaucoup, il a des mimiques et tout, mais c'est à cet endroit-là, Antoine, en fait, voulait vraiment que ce soit vraiment la famille fictive, en fait, les acteurs. En fait, j'arrêtais pas de leur répéter, laissez-vous traverser par le personnage. Ouais, c'est ça. Laissez-vous traverser. Ne pas être dans la fonction. Ça m'a beaucoup parlé aussi, beaucoup appris sur même qu'est-ce que c'est que de jouer en fait. Non mais c'est clair, des fois c'est des choses très simples qu'on nous répète et qu'on tend à oublier. Mais ouais, ne pas être dans la fonction en fait, c'est de partir de soi, de réussir à intérioriser justement une vie qui n'est pas la nôtre, mais de l'intérioriser, d'être disponible à cœur ouvert justement pour la raconter. Laurent, je vous vois sourire à l'évocation de ne pas être dans la fonction. Je vois que ça éveille beaucoup de choses chez vous en fait. Non, ce que ça évoque aussi, c'est que pour continuer la discussion avec moi, quand j'ai rencontré la famille Kossikine, comme je faisais leur avocat, Maître d'Artebel, je me souviens très bien de comment ils m'ont serré. Ils m'ont dit « Ah, on l'aimait bien, Maître d'Artebel ». C'était hyper touchant pour moi aussi, parce que voilà quoi, au-delà du fait de défendre un projet, je défendais la famille aussi, avec Kad Merad, qui faisait Maître Kiejman. Et donc, oui, ce qui est dit là, c'est très important. C'est-à-dire que
Si on n'a qu'une ressemblance physique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de ressembler à ce que sont les gens dans leur âme, dans leur tête. Et le corps vient avec, du coup, forcément. Mais voilà, c'est primordial. Et Antoine en a parlé dès le début, quand on s'est rencontrés d'ailleurs, avec Antoine. On parlait de choses sociétales, on parlait de ce que la France traversait, on parlait de plein de choses, et on a parlé après de l'affaire Ousekine. Mais au début, on avait des discussions, et je me souviens très bien, je disais, mais on pourrait parler des heures, en fait, il faut que... Voilà, mais c'était magnifique, parce que c'est ce que dit Ayam aussi, c'est-à-dire que c'est au-delà de l'histoire qu'on raconte, voilà quoi, c'est dans quel monde on est, et donc c'est ça aussi, c'est ça qui est important. Voilà, on pourra aussi un jour, j'espère, faire une série sur le 17 octobre 61, sur la guerre d'Algérie. C'est des sujets qui sont encore difficilement, qu'on a du mal à traiter en France, mais voilà quoi, il y a plein de choses en fait à raconter. Et donc, quand on se croisait, on parlait de plein d'autres choses aussi, qui nous touchaient aussi. Donc, on parlait des heures. Et par lesquelles on est aussi traversé. Bien sûr. Il y avait une autre, pardon, là, vous aviez une question. Alors, parce que comme on parle beaucoup, enfin, on vous écoute avec plaisir, mais il faut quand même qu'on ait aussi la possibilité de répondre à vos questions. Bonjour, Audrey Netchanel, je travaille pour l'Actu, qui est un quotidien pour adolescents. Je voulais demander à Antoine un petit peu si vous pouviez nous dresser un portrait de Malik. Qu'est-ce que vous saviez de lui au départ? Et après avoir discuté avec la famille, ses amis, etc., quel garçon c'était quoi en fait? Au tout départ, je savais peu de choses. Enfin, en tout cas, je savais ce que j'avais lu ou ce que j'avais vu à droite à gauche. Ce qui m'a donné vraiment accès à qui était Malik, c'était évidemment la rencontre avec la famille. Malik, c'était quelqu'un de solaire. C'était quelqu'un qui avait confiance en lui, confiance en son pays, et qui se posait pas la question du déterminisme social. C'était quelqu'un qui avait foi en l'avenir. C'était quelqu'un à certains moments d'impétueux, profondément intelligent, qui se posait manifestement 1000 questions. Et puis c'était quelqu'un de très drôle, qui avait beaucoup d'humour et une grande conscience de la place où il était, la chance qu'il avait d'avoir les frères et sœurs qu'il avait. Et puis c'est quelqu'un qui avait un horizon, c'est ce que j'essaie de montrer avec cet avant-dernier plan, qui avait un horizon magnifique devant lui. C'était un petit gamin de Meudon qui a gardé Paris et qui avait envie de bouffer le monde, quoi. Voilà ce que j'en sais. Et juste, excusez-moi, parce que nous, nos lecteurs, quand ils vont lire l'interview, ils ne sauront pas forcément ils ne connaissent pas le contexte. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette nuit-là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il était là? Et comment il s'est fait agresser Ok. On est donc le 5, on est dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986. Il y a une forme de contestation, de sédition estudiantine liée à une loi qui s'appelle la loi de Vaquet. Bon, la loi de Vaquet, pour essayer de la faire très rapide, même si je sais que c'est compliqué, mais c'est une sorte de privatisation des facultés, un peu sur un modèle américain à l'époque, mais c'est vraiment en gros quoi. Et Malik était dans un club de jazz. Lui ne faisait pas partie des étudiants contestataires, il était dans un club de jazz. Et il se retrouve nassé dans le quartier latin, entre la rue Racine et la rue Monsieur le Prince. Il sort donc d'un club de jazz et il se fait poursuivre par ce qu'on appelait les voltigeurs à l'époque, qui sont donc les PVM, quoi, peloton voltigeur motorisé. Deux personnes, deux policiers sur une moto, un qui a ce qu'on appelait un bidule à l'époque, donc c'était un gros bâton de bois, et un qui conduit. Il se fait donc poursuivre par ces policiers, et dans sa course, voit au loin quelqu'un, la personne de Paul Bézon, qui
rentre dans un hall d'immeuble. Paul Bézon, que j'ai rencontré également, le fait rentrer dans le hall pour le protéger, et un policier, Jean Schmitt, met une matraque pour empêcher que la porte du hall se ferme, puis il pénètre et le tabasse à mort. Ça s'appelle une ratade. Monsieur, oui. Bonjour, c'est Lacoste, je travaille pour France Info. J'ai deux questions. Une pour Antoine. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 36 ans pour traiter de cette histoire de France, cette histoire française? Et peut-être pour Saïd et Ian, vu que vous êtes deux générations différentes, qu'est-ce que ça représente pour vous d'incarner cette histoire? Merci. On me pose beaucoup la question, je vous avoue, pourquoi on a attendu 35 ans. Très honnêtement, c'est difficile de répondre à cette question. J'ai quelques idées, mais c'est difficile d'y répondre de manière péremptoire. En fait, ça pose clairement un problème de raconter cette histoire. Ça pose un problème à l'endroit politique, ça pose un problème à l'endroit social. Et puis je pense que cette question historique, puis je pense que cette question, en fait, c'est pas à moi qu'il faut la poser. Enfin, il faut la poser à tous les décideurs ou autres. Pourquoi en fait cette histoire n'a pas été racontée? Moi, elle m'habite depuis maintenant des décennies. Elle me paraît indispensable. C'est un pan de notre histoire. Ça fait partie de notre roman national. C'est une zone d'ombre. C'est une métastase historique. Il faut en parler. Il faut montrer. Pourquoi ça n'a pas été fait auparavant? Je ne peux pas y répondre de manière ferme. Tu veux dire quelque chose, Sylvain? Non, parce que ça doit être ailleurs, mais non, moi je crois que ça fait partie un petit peu du début de la petite histoire, des petites histoires qu'on a vécues depuis, il faut le dire, la post-colonisation qui existe et dont on ne parle jamais et qui reste comme un cancer, et qui sont encore et toujours pas ni crevés, ni essayer d'être soignés. Et c'est un vrai problème. Et quand. C'est pour ça que je suis vraiment très ému, parce que je suis de cette génération, et quand j'ai vu les 4 épisodes, c'est un grand soulagement en fait. Et je ne remercierai jamais assez Antoine de s'être battu pour aller raconter cette histoire. Quoi. Parce que ça fait partie de l'histoire. C'est très important. Vous pouvez répéter la question? Est-ce que ça, pour vous personnellement, qu'est-ce que ça représente d'incarner cette histoire, vous qui n'étiez pas né à l'époque, vous êtes de deux générations différentes? Cette histoire, je pense qu'elle représente aussi le rapport de la France à la colonisation et aux immigrés qui sont arrivés dans les années 50, 60. Et aussi, pour moi, en fait, ce que ça représente beaucoup plus, c'est toutes les histoires de violences policières qu'on a pu voir, que ce soit à l'époque avec Makomé, avec Malick Sekine, avec Cédric Chouviat, Ziad Bouna, Amin Batouti, Adama Traoré. Ça montre en fait ce fait sociétal et en fait ça les représente un peu tous, puisque l'histoire de Malick résonne beaucoup plus que les autres. De par le rap avant, il y a eu beaucoup de sons à ce sujet, l'histoire revenait beaucoup et elle a marqué la France. Je pense qu'on voit avec les bandes annonces et comment la série fait parler d'elle, parce que c'est une histoire propre à celle de France. Donc non, ça représente en fait cette injustice et ça permet d'en parler. Et pour moi en fait c'est ça, c'est que ça permet peut-être d'éviter que d'autres Malick se fassent tuer. Et, ou du moins déjà d'apporter le sujet sur le devant de la scène et de ne pas oublier en fait. Et d'essayer d'enlever cette gangrène ou du moins de comprendre et
de faire que ces personnes-là, par exemple la famille Moussekine et d'autres, ne subissent pas une compréhension, et que des gens comme moi ou d'autres jeunes puissent comprendre aussi. Parce que je pense que avec l'éducation, avec la compréhension, on peut évoluer et avancer. Et donc voilà ce que ça représente pour moi, globalement. Après, à petite échelle, il y a beaucoup de... En fait, c'est une vaste question. La vérité, c'est... je ne sais pas. Ma réponse est je ne sais pas. C'est comme si on me demande la question pourquoi je vis. Je suis là. Je crois que quand on est là, on essaye de faire des choix. On essaye de faire des choix qui sont à la hauteur de nos valeurs, auxquelles on y croit, les choses qu'on a envie de défendre dans la vie, les choses qu'on a envie de... les personnes qu'on a envie d'élever quelque part dans nos chemins. Et cette affaire, c'est une affaire qui me touche comme d'autres sujets sur lesquels j'ai travaillé auparavant, peut-être dans ma carrière de comédienne. C'est difficile parce que si je rentre dans les détails, on va commencer à faire des leçons de morale. Or, il n'y a pas de moralité là-dedans. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui fait qu'on y va ou on n'y va pas, en fait. Et si on y va, les réponses, ce n'est pas à moi de les donner. C'est aussi permettre aux gens de retrouver certaines réponses à certaines questions qui peut-être se baladent dans leur tête, auxquelles ils n'ont pas trouvé de réponse, ou peut-être avec ce qu'ils vont voir, ils trouveront ou pas la réponse. Donc ça reste vraiment des sujets pour moi qui sont très importants à aborder dans la vie artistique qu'on mène, parce que c'est ce qu'on sait faire, hein, et que la réponse à votre question, elle ne m'appartient pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un peu compliqué, pardon. Mais en tout cas, je ne rentre pas vraiment dans le message moral de quoi que ce soit de ce que je fais de ma vie. C'est une nécessité, c'est important, c'est une responsabilité, il faut y aller. C'était important. Si je l'ai fait, je crois que oui. Je crois que oui. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà de l'injustice que ça raconte, moi j'ai vu une vidéo qu'Antoine avait partagée avec nous tous. C'est, je crois, l'interview de la mère d'Abdel Ben Yahya, qui est mort le même soir que Malik Moussekine à Pantin, tué d'une balle dans le dos par un policier. C'était qu'elle racontait qu'il était parti, il avait juste dit au revoir à ce soir, et il n'était pas revenu. Que cette histoire aussi raconte, au-delà vraiment de l'injustice étatique, de l'histoire de France, de tout ça, de la colonisation, qui est très important. C'est ce que la mère a subi en fait de perdre son enfant, pour les frères et sœurs de perdre leur petit frère. Et moi qui suis très proche de ma mère, je m'imagine que, enfin, on en a beaucoup parlé, elle m'a dit que si elle avait subi ça, je pense que ça aurait été la pire des choses au monde. Et à l'entendre parler, j'imagine même pas ce que Aïcha, la mère de Malik, a dû subir, que Iyam joue parfaitement. Merci. Nous arrivons à la fin de cette première partie de conférence de presse et je trouve que Iyam, c'est une belle conclusion. La réponse à votre question ne m'appartient pas. J'ai envie qu'on finisse sur ça. Si ça vous va, on va vous libérer. Vous avez encore un certain nombre d'interviews et de choses à faire, chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup, Antoine, pour rester avec nous pour la seconde partie. En tout cas, merci.